et bienvenue à tout le monde. Merci pour venir ici aujourd'hui. On va faire une présentation sur notre rapport et le projet, l'initiative d'engagement de la communauté de Liboga. Aujourd'hui, on va présenter les conclusions et recommandations. Moi, je m'appelle Andrea Landois, je parle aujourd'hui du Canada et je suis rejointe avec mon compagnero Ricard Faura de Barcelona. On peut commencer avec les slides maintenant, Ricard. Merci. À la fin. Alors, ça me fait grand plaisir aujourd'hui de présenter ce rapport en français. C'est aussi disponible en français. Pour nous, c'est vraiment important de faire disponible en cette langue-là pour que les gens au Gabon ou d'autres pays qui parlent en français peuvent accéder à ces résultats-là et de partager avec la communauté tout ce qu'on a trouvé. On va commencer avec une présentation ici et après, on va être rejoint de Yang Guignon de Blessings of the Forest et Ben Delona des ICEERS pour faire une petite réponse à ce qu'ils pensent de leur impression du rapport et des conclusions et des recommandations. Dans la présentation aussi, on a des vidéoclips des voix du Gabon parce que c'est vraiment important d'écouter dans les voix des Gabonais qu'est-ce qu'ils pensent sur des sujets de Liboga et des conclusions, etc. Alors, je vais passer à Ricard pour commencer la présentation avec une petite introduction de notre méthodologie et manière d'avoir fait. Et je vous en prie un peu de patience parce qu'on ne présente pas tous les jours en français, ce n'est pas notre langue de travail. Mais on va essayer, on va faire notre mieux ensemble aujourd'hui. Merci. Merci, Andrea. Oui, je suis Ricard Forin et on a travaillé ensemble avec Andrea dans ce projet-là. Je veux remercier une autre fois Yang Guignon qui est ici avec nous aujourd'hui et aussi Ben Delonen qui sont deux pièces claves aussi pour une partie de ce projet. Et je vais commencer par expliquer un peu de contexte de ce projet-là. C'est un projet qui initialement était un projet d'une seule phase avec un objectif clair de participation internationale. Cet objectif, c'était de s'engager avec la communauté mondiale de l'Iboga et de l'Ibogaïne en travaillant ensemble pour permettre un changement positif en identifiant les forces et les atouts de la communauté et en définissant une vision commune pour l'avenir. Quand on a commencé à faire ce projet, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou là, c'était que c'était très difficile d'inclure dans cette conversation internationale en anglais par Internet avec la population de l'Afrique centrale, spécialement la population de Gabon liée au Bouti. Et alors, on a vu la nécessité de faire une deuxième phase ici, spécifiquement pour assurer la participation des gens du Gabon. Et cette phase avait l'objectif de créer une puissante opportunité pour les perspectives et les voix africaines d'influencer la manière dont l'Iboga et l'Ibogaïne se répandent dans le monde, en rapprochant les divers points de vue et en renforçant les liens interculturels entre les acteurs africains locaux et la communauté mondiale de l'Iboga et l'Ibogaïne. En tout cas, pour développer ça, on a fait une méthodologie combinée de qualitatif et quantitatif. On a développé, on a fait une revue documentaire et de la littérature qu'il y avait sur ça. On a fait beaucoup d'entretiens individuels et de groupes de discussion. Et on a fait un sondage en ligne dans 34 pays en 4 langues. Et finalement, tous ces résultats, on les a discutés dans des séances de dialogue avec des experts pour ne pas être nous-mêmes qui fait toute l'interprétation des résultats. Dans la phase 1, on a pu parler avec 55 personnes de 12 pays et on a eu dans le sondage en ligne 228 personnes de 34 pays. Et dans la phase 2, où M. Yang Guignon, qui est ici, nous a aidé aussi dans une partie de ce travail sur les camps. Et on a pu parler avec 56 personnes et on a visité 13 communautés dans 6 provinces.
partout. On a pu parler avec des prestataires de soins, gens de la communauté spirituelle, vendeurs, distributeurs, activistes. On a parlé avec des pères et mères spirituels, praticiens bouddhistes, musiciens du Witi, ministres, fonctionnaires du gouvernement, chefs de village, scientifiques et chercheurs, etc. C'était un grand travail qui a duré presque 3 années. Et maintenant, c'est Andrea qui va présenter les outputs de ce travail. Oui, alors on avait 3 produits super importants. On a fait des rapports pour les premières 2 phases. Et dans ces rapports-là, on a présenté les conclusions, les résultats de qu'est-ce qu'on a entendu. Mais on n'a pas fait des conclusions et recommandations. On voulait vraiment prendre toute l'information ensemble, prendre un petit peu de distance et après ça, revenir avec les conclusions et recommandations. Et c'est ça qu'on va présenter aujourd'hui. Et c'est vraiment important à dire que pour nous, ce n'est pas la vérité, c'est qu'est-ce qu'on a entendu, c'est qu'est-ce qu'on met de l'avance. Et notre espoir, c'est que la communauté, les personnes qui travaillent avec les Boga ou les Bogoyens, les communautés vont engager avec ce matériel-là et nous donner leur perspective, parler entre vous-mêmes et engager avec ça pour qu'on puisse l'évoluer. Alors, c'est vraiment un point de départ pour un futur meilleur pour cette bois sacré et de aussi approcher la communauté. Merci. Alors, aujourd'hui, on va faire cette présentation en 3 sections qui sont en corrélation avec les sections du rapport. Le premier, on va parler de communauté, réciprocité et la guérison globale. Le deuxième partie, on va parler d'un sujet très important, la régénération et durabilité bioculturelle de l'Iboga. Et le troisième, c'est la reconnaissance et évolution des approches curatives traditionnelles Inuba. Oui, on va commencer par écouter Tata Rekako, c'est le père spirituel de Komi. Il nous parle du pouvoir de l'Iboga et plus particulièrement de son pouvoir de cette plante en ce qui concerne la possibilité d'abandonner une dépendance à quelque chose comme une drogue. Il vous éveille l'esprit. Il permet à ce que vraiment beaucoup de réflexes, beaucoup de sens se mettent en éveil. Beaucoup de sens. Il vous développe le sens de l'observation. Il vous développe le sens de la parole. Il vous développe dans le domaine où vous souhaiterez l'Iboga, qu'il puisse vous conduire, l'Iboga vous amène dans ce sens. C'est déjà dans la possibilité de vérifier avec l'Iboga s'il peut trouver une solution afin de libérer la personne de la toxicomanie. Si l'Iboga est aussi fort, a aussi cette possibilité de ramener la personne à de ne plus dépendre de la drogue. Quand c'est bien suivi, appliqué, c'est possible avec l'Iboga. Mais c'est un certain nombre de temps, un certain nombre d'années qu'il faudrait travailler avec l'Iboga et avec d'autres associés aussi d'autres. Il vous éveille l'esprit. Il permet à ce que un certain nombre de temps, un certain nombre d'années qu'il faudrait travailler avec l'Iboga et avec d'autres associés aussi d'autres plantes. Oui, pour alors, les étrangers qui s'intéressent à l'Iboga. Oui, bien, Tata Rekako ici, ce qui nous montre, c'est que il y a une déconnexion de toutes les communautés qui sont dans tout le monde, mais il y a une connexion peut-être invisible. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un réseau international invisible reliant toutes les communautés liées à l'Iboga et l'Ibogaïne dans tout le monde. On a pu voir qu'il y a une diversité très grande de communautés bouddhistes à Gabon, les Pygmées d'un côté aussi, et alors toutes les autres communautés et rites qu'il y a à Gabon, mais aussi il y a dans tout le monde, il y a des communautés psychospirituelles internationales, il y a toute la sous-culture médicale de l'Iboga et l'Ibogaïne, il y a même des professionnels de la santé autorisés dans certains pays, comme c'est actuellement le cas
en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Brésil. Il y a tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de tous ces acteurs, les récolteurs, cultivateurs, distributeurs, producteurs, investisseurs. Il y a des décideurs, des responsables politiques, des organisations à but non lucratif, des chercheurs scientifiques, mais aussi il y a tous les acteurs qui non sont humains, qui sont la plante iboga, l'esprit de la plante elle-même aussi. Il y a la forêt et les systèmes bioculturels et socio-écologiques du Gabon et de l'Afrique centrale. Tous eux sont connectés dans un réseau international qui peut-être souvent n'a la conscience de que ce qui s'agit dans un côté affecte sur l'autre côté. Alors, ces communautés sont toutes liées, mais se tournent les dos les unes aux autres très souvent. La communauté internationale, dans ce sens-là, bénéficierait d'une mise en réseau, d'une communication et d'une collaboration accrue. Une collaboration mutuelle, on pense, pourrait fortement accroître des efforts de durabilité et favoriser de plus grandes opportunités pour tout le monde. Aussi, alors, pour comprendre les dysfonctionnements actuels de cette communauté mondiale qui est connectée, mais aussi qui est totalement déconnectée, nous devons comprendre, on doit comprendre un peu plus l'histoire de l'Iboga hors d'Afrique. Très brièvement, on sait qu'au commencement du siècle XIX, on a eu la première nouvelle hors de l'Afrique. Il y avait cette plante Iboga. En 1864, l'Iboga a quitté l'Afrique pour aller pour la première fois en France. C'est en 1901, quelques années plus tard, qu'il arrive une méthode d'extraction de l'ibogaïne. C'est presque en 1940 qu'elle est vendue en France comme médicament industriel pour le traitement de la fatigue et la dépression. Dans les années 50, la communauté scientifique commence à s'intéresser pour ça. C'est les années 60 que Howard Lotsof a découvert ces puissants effets dans le traitement de la dépendance à des substances telles que les opioïdes. Et c'est dans les années 70 que l'ibogaïne est inscrite dans la liste 1 de la loi internationale sur les substances contrôlées. On voit ici l'histoire d'un héritage colonial dans lequel une plante sacrée passe d'être un trésor culturel à une drogue fiscalisée internationalement. Et si on saute en 2021, dans le temps de la renaissance psychédélique, on voit que l'industrie et les investisseurs en capital risque maintenant s'intéressent de près à son potentiel et à son atout économique. Et l'iboga et l'ibogaïne sont considérés maintenant comme de possibles sources de revenus plutôt que comme des trésors culturels, ce qui a des conséquences importantes. Alors, c'est pour ça qu'on voit que l'écosystème mondial actuel de l'iboga est déséquilibré et il faut rétablir les liens entre l'iboga et ses racines en Afrique centrale. Et le moment est venu, on croit, de faire les choses d'une autre manière, peut-être une manière différente qui nous permet de reconnecter les tissus déconnectés de nos communautés. C'est maintenant M. Makonza, père spirituel du rite bouddhiste Misoko, qui veut faire passer un message à la communauté internationale. Le message que nous donnions à la communauté internationale, du fait que l'existence et l'usage du bois sacré ont pour mission, je dis, l'existence de nos rites et l'usage du bois sacré ont pour mission de soulager les maux de l'humanité. Donc, le message que nous nous lançons, c'est que l'opinion internationale, que les organisations, que les ONG et l'État gabonais puissent aujourd'hui encadrer le Diboga juridiquement, afin que nous soyons également bénéfiques, que nous soyons également mis dans leur fil conducteur pour au moins enfin bénéficier également des produits, des retombées de Diboga. Voilà un peu le message que nous lançons auprès de l'international.
Alors, nos recommandations, premièrement, c'est de renforcer les réseaux internationaux afin de créer des possibilités de mise en réseau, de communauté et de collaboration interculturelle et intersectorielle. Ça veut dire qu'on veut vraiment encourager un réseau un peu plus fonctionnant entre les joueurs internationaux avec l'Iboga et l'Ibogaïenne, comme Rika a dit, qu'il y a un écosystème qui ne fonctionne pas super bien en ce moment et de vraiment passer un peu de temps de révisionner ça. Alors, ça veut dire changer le récit dominant de chaque groupe en particulier, d'avoir des visions et des récits qui incluent les spécificités de tous les acteurs et en facilitant leurs interactions fluides. Deuxièmement, on parle de rendre le flux d'informations plus transparent et plus accessible. Troisièmement, on veut recommander de créer un accès plus équitable aux ressources. En ce moment, il y a des bénéficiaires ici à l'Ouest, mais pas toujours au Gabon, et de vraiment regarder ça. Aussi de soutenir une auto-organisation et l'autonomisation démocratique, surtout dans les communautés cliniques à l'Ouest, d'avoir plus de travail ensemble, de réseau ensemble. Aussi de travailler avec des décideurs politiques. Le milieu politique, c'est très important et on veut changer les politiques et les procédures de faciliter le développement des moyens de fin plus équitables et durables. Ici aussi, on pense que ce serait super important d'établir des processus d'autorégulation ascendants qui favorisent l'alignement et responsabilité collective des cliniques de traitement internationales, des facilitateurs de cérémonies afin d'influencer des processus réglementaires au niveau régional et international. Ça veut dire qu'avant que les gouvernements s'imposent une régulation, on pense que ce serait super important que les communautés parlent ensemble de qu'est-ce qu'ils veulent dans une régulation qui serait meilleure pour eux, mais aussi pour les patients qu'ils traitent. On veut aussi encourager la collaboration entre tout le monde, entre les groupes de recherche, les universités, les entreprises, les organisations non gouvernementales, en force de produire des nouvelles preuves sur l'Iboga et l'Ibogaïne. On veut aussi construire des récits en commun, des stratégies des plaidoyers pour promouvoir les droits humains en relation avec les pratiques de l'Iboga et l'Ibogaïenne. Alors, je pensais de penser à ça avec le but des gens qui bénéficient de ces conduits comme traitement, mais aussi des beauty et des personnes au Gabon qui sont les stewards de cette voie sacrée. Dernièrement, et probablement le plus important de tous ces rapports, c'est qu'on a une recommandation de placer le principe de réciprocité au cœur de tous les processus, mettant l'accent sur le respect pour la plante, de ses origines et aussi des garantes traditionnelles. Alors, ça veut dire, comme on a entendu, que les bénéfices reviennent au Gabon, aux communautés traditionnelles, mais on pense à ça d'un cycle, comme un cycle dans un écosystème, qu'on pense qui va bénéficier de ça et des plants là, et de aussi avoir un respect pour les plants. Et on va parler un peu plus dans la prochaine section du préservation bioculturelle de l'Iboga. Ici, on va écouter maintenant Papa Ricardo, père spirituel Sika de la communauté Sika, de Rythme Soko. Il nous parle de la façon dont les communautés bouddhistes récoltent et cultivent l'Iboga dans la nature. La bonne manière, je vous dirais que, parce que si vous cultivez le Iboga et que vous ne replantez pas, mais vous tuez toute la plante, ce qui fait qu'on n'aura plus de Iboga. On n'aura plus de Iboga. Moi, quand je racine, je dis, bon, tout de suite, déracinez-moi aux enfants, enlevez-moi ce pied de Iboga parce que j'ai une cérémonie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déraciner le Iboga, ils vont prendre les boutures pour replanter. Et le Iboga repousse. Les mêmes boutures, là, ils vont mettre quelques boutures. À la place d'avoir un pied, je peux avoir même 5-6 pieds qui vont repousser. Bien, Monsieur Ricardo ici nous explique les bonnes pratiques qui se font là dans les communautés
à Gabon. On a vu dans tout ce travail qu'en Afrique centrale et en particulier en Gabon, les Tavenante Iboga sauvages et surexploités, ce qui a un impact sur la durabilité. Et il y a déjà des importantes difficultés pour accéder à la plante dans certaines régions, spécialement dans les grandes villes. En février 2019, le gouvernement gabonais a finalement stoppé toute exportation depuis le domaine public. L'iboga ne peut être exporté qu'à partir de plantations privées, mais pas plus à partir du domaine public. Actuellement, alors, l'exportation légale d'iboga depuis ces pays est officiellement interdite s'il ne vient pas, s'il n'est pas traçable et ne vient pas de plantation de domaine privé. C'est important alors de comprendre que la majeure partie de l'iboga et l'ibogaïne utilisée en milieu clinique, qui vient de la Tavenante Iboga dans le monde entier, est braconnée illégalement dans les forêts africaines. Ce qu'on voit ici, c'est que la culture durable de Tavenante Iboga est alors en cours au Gabon, peut être apporter des avantages aux communautés locales et aux écosystèmes. Il y a plusieurs plantations qui sont en cours au Gabon et dans d'autres pays aussi. On a à côté de plantations, même si on ne les avait pas au Cameroun, Ghana, Congo, Costa Rica, Mexique et Brésil, mais on n'a pas pu vérifier toutes elles. Mais il existe dans Gabon des différents modèles de culture dans lesquels la traçabilité des plantes du domaine privé est importante. Brièvement, je vis personnellement deux modèles. Il y a un modèle de monoculture. Je peux visiter une plantation que peut-être maintenant a déjà 40 000 plantes dans le nord du Gabon. C'est un modèle qui présente de grands avantages pour ceux qui le développent, étant donné sa grande portée et qui aspire à répondre à la grande demande internationale et aux besoins internationaux du marché international. Cependant, elle s'accompagne de quelques risques pour la durabilité de la forêt. Si on doit couper, c'est ce qu'on voit, si on doit couper de forêt pour planter toute l'iboga nécessaire pour faire l'ibogaïne que le monde a besoin, alors nous pourrions finir avec les forêts d'Afrique centrale. Non? Alors, il faut trouver des méthodes qui évitent la monoculture extensive, mais encore de permettre à des entrepreneurs locaux à développer un business durable qui est réciproque avec les communautés locales. Mais on a pu voir aussi un autre modèle, un modèle agroforestier, avec une approche du commerce équitable. On a trouvé ici une initiative très intéressante et promue par Blessings of the Forest, par BOTF, qui travaille sur le terrain. On a vu un modèle avec, ils sont en train de travailler avec une association communautaire locale qu'on a connue à 2 heures, dans des cultures agroforestières qui sont gérées par les communautés locales, qui respectent les forêts et qui destinent les bénéfices à la communauté. Il s'agit d'un modèle très intéressant pour nous, on croit bien, qui est en train de se développer puisque le gouvernement gabonais a signé un accord avec BOTF afin que le modèle puisse s'étendre à des autres parties du pays et profite également d'autres communautés locales bouddhistes. Peut-être M. Guignon qui est ici avec nous après, il peut commenter sur ça parce qu'il ne connaît plus et on voudrait bien connaître mieux. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la façon dont le gouvernement du Gabon procède à court terme et à moyen terme à ce qui concerne la réglementation de la culture et de l'exportation effective de l'iboga aura un impact sur l'avenir de l'iboga au niveau local et international à long terme. La situation politique au Gabon est délicate et pas très stable. Alors, on croit qu'un lobbying fort est nécessaire maintenant pour s'assurer qu'un marché équitable est créé au Gabon et que toutes les parties prenantes sont prises en compte.
Et finalement, ce qu'on veut mettre l'accent ici, c'est que les forêts de Gabon ne peuvent pas fournir le monde de tout l'ibogaïne qui serait vraiment nécessaire. Alors, la production d'ibogaïne à partir de sources alternatives à la Tabernante Iboga réduirait la pression sur les forêts-là et sur ces plantes. Il y a des différentes expériences dans ce sens-là. Il y a par exemple deux comme l'ibogaïne synthétique qui est créée, on sait comme l'affaire depuis 1966, mais et aussi l'ibogaïne cultivée en cellule. C'était un expériment qu'on a fait avec l'hydrate d'ibogaïne et tout ça. Mais ces deux options, apparemment, ce n'est pas sûr que cela puisse être mis à l'échelle et que on peut faire un produit évolutif, alors c'est un peu packagé. Il y a des autres options alternatives à la Tabernante Iboga, comme l'ibogaïne synthétique non psychoactive. Ça, c'est en train de se développer aux États-Unis surtout, dans phase 3 de développement. On est en train de voir la noribogaïne, 18-MC et Tabernantaloc, des produits qui sont comme congénères synthétiques de l'ibogaïne en pleine phase de développement. Et il y a aussi l'ibogaïne semi-synthétique qui vient de la Wakanga africana. Il y a une méthode de production qui a été brevetée. Et bien, c'est une plante en apocynacée comme le Tabernante Iboga et qui est produite par des entreprises pharmaceutiques internationales pour la production de composés médicaux et aussi cosmétiques. En tout cas, comme une grande conclusion finale ici, il reste à voir de quelle manière les systèmes de brevets et de propriétés intellectuelles permettront que l'ibogaïne soit un bien commun qui aide l'humanité, comme le disent nos amis les bouddhistes, ou bien qui devient un bien privé qui en enrichit que quelques-uns. Ici, on va écouter professeur Blandina Kendege. Elle est professeure à l'Université des sciences de la santé de Libreville. Elle nous parle de ce qu'elle pense, quelle est la relation qui devrait être établie entre les différentes parties qui ont contribué à travers l'histoire à obtenir des produits dérivés de l'iboga ou de l'ibogaïne. C'est qu'à compter de maintenant, tout travail qui se fera sur l'iboga se fasse dans le cadre du protocole de Nagoya, où justement, où on recommande, où il y a la dimension à part, accès et partage des avantages, c'est-à-dire partout où on ira réaliser des enquêtes, partout où la plante sera cultivée, si maintenant il y a des retombées industrielles ou des transformations, ou pourquoi pas même des phytomédicaments, que nous puissions penser retourner vers ces personnes qui ont livré les informations sur l'iboga et qui ont fourni leurs plantes, parce qu'on dit qu'il y a des cliniques d'iboga dans le monde entier. C'est que... Oui, Andrea? Alors, nos recommandations, très bien établies dans les conclusions. Premièrement, c'est un grand besoin de sensibiliser les communautés internationales à travailler ensemble pour sensibiliser à l'impact de la demande croissante sur le Tabernante Iboga et sur la durabilité bioculturelle. Il n'y a pas assez d'informations sur les défis alentour de protéger l'iboga dans les forêts. Alors, qu'est-ce qu'on voit, c'est que plus qu'il y a une distance entre les nombres de personnes impliquées entre la collecte et la consommation, que c'est vraiment important. La déconnexion, ça grandit. Donc, quand il y a beaucoup de distance entre les deux. Alors, c'est vraiment nécessaire de faire la lumière sur les chaînes d'approvisionnement et les mettre en grand jour afin que des questions éthiques et de durabilité puissent être abordées. Alors, un message très significant pour la communauté internationale, c'est de sensibiliser sur ces enjeux-là. Et ça se peut que c'est en ce moment qu'on n'a pas de traçabilité pour l'iboga. C'est vraiment de rendre en question comment est-ce que l'iboga se rend à lui-même. C'est une réalité très profonde qu'on vit en ce moment et il y a des projets qui veulent l'adresser, mais
en ce moment qu'il n'y a pas vraiment d'option éthique, traçable et durable garantie. Le deuxième, c'est que on ne sait pas où dans le monde que c'est poussé en ce moment. Le nombre actuel de plantations d'iboga, on en connaît quelques-uns au Gabon, mais on s'est entendu parler d'autres pays tropicaux, Costa Rica par exemple, mais on n'a pas vraiment un numéro concret. Alors, ce serait vraiment important d'avoir un peu plus de connaissances avec le but d'augmenter le nombre de plantations, plutôt qui utilisent les techniques d'agroforesterie et agriculture régénérative, que l'iboga est un symbiotique avec le forêt et les animaux, et que c'est vraiment important d'avoir un système et pas d'avoir des monocultures parce que ça n'aide pas aux forêts. Troisièmement, c'est de créer des programmes de financement collaboratif et éthique qui donnent priorité au développement durable des plantations d'iboga et conservation bioculturelle. Alors, on a fait recommandation qu'il y ait un fonds philanthropique qui pourrait aider à encourager la mise en place des plantations diversifiées. Et on est très content de rapporter qu'il y a deux fondations qui vont travailler ensemble, le Dr. Bronner's et River Styx Foundation, qui ont aidé aussi avec ce projet ici qu'on parle aujourd'hui, qui vont commencer un fonds pour aider pour la préservation bioculturelle de 5 de médecine traditionnelle, un qui est l'iboga aussi. Le financement de conservation, on voit que ça devrait permettre de renforcer les capacités et permettre aux communautés locales de faire partie des solutions. Cela, c'est vraiment important. Quatrièmement, il y a besoin aussi de rechercher et investir dans des sources alternatives de développement iboga, comme le bois Kanga africana, dont Ricard a parlé, pour l'extraction de l'ibogaïne. On voit que l'ibogaïne est vue vraiment comme une source de médicaments pour aider les gens avec la toxicomanie. Il y a une grande demande pour ça dans le monde entier, surtout ici en Amérique du Nord. Mais il n'y a pas assez d'iboga de donner assez de matière plante pour produire l'extraction de l'ibogaine. Alors, on a vraiment besoin de plus de recherche et investissement éthique pour les alternatives, mais aussi qui a une inclusion des gens au Gabon et autres pays d'Afrique centrale, occidentale, dans ces recherches-là et dans la production elle-même aussi. Dernièrement, c'est vraiment important de continuer à plaider en faveur des cadres réglementaires au Gabon, dont Ricard a parlé, qui soutient la culture d'exportation durable de l'iboga et donne priorité aux avantages pour la communauté. Vraiment important d'avoir des plantations avec l'agroforestière gérée par les associations communautaires et aussi des entreprises et infrastructures technologiques au Gabon. Ça serait vraiment intéressant aussi pour produire les produits de qualité destinés aux ventes internationales au lieu de les produire ailleurs. Et aussi encore promouvoir la recherche qui inclut aussi les Gabonais. Et d'autres pour développer plus de recherche qui incorporent aussi les éléments bioculturels, botaniques, de la médecine traditionnelle, la pharmacologie qui est vraiment interdisciplinaire pour apprendre plus et soutenir tout ce travail-là avec l'iboga et l'ibogaine internationalement. Merci. Ici, on va écouter Mamadi. Elle est mère spirituelle du Rimomba Yanon. Mamadi va partager avec nous ici une lamentation. Non, moi, je suis vraiment très désolée. Hein. Je suis très désolée parce que quand je vois les Blancs qui s'intéressent à la tradition, alors que les Gabonais eux-mêmes, ils foulent leur tradition. Okay? Ils disent n'importe quoi. Vraiment, c'est désolant. C'est désolant. Notre prière, c'est que Dieu ouvre les yeux, qu'ils voient le bienfait de leur tradition. Parce que les religions chrétiennes est née là, il n'y a pas longtemps, donc la tradition
et date de plus de 3500 ans. Donc, l'œuvre de la rédemption est venue bien après la tradition. Et pourquoi ils ne respectent pas leur tradition? Pourquoi? Et pourtant, il y en a, hein, là, il y a la plupart qui sont initiés, mais on ne sait pas ce qu'ils voient et ce qu'ils découvrent quand ils s'initient. Ne pas considérer. Donc, ça nous ferait très plaisir que les Gabonais s'imprègnent dans leur tradition, mieux que les Blancs, mieux que les Européens et les étrangers. Parce qu'il y a même les Africains qui sont intéressés, d'autres Africains qui sont intéressés, qui viennent s'initier. Mais les Gabonais ne sont pas vraiment, ils ne sont pas imprégnés. Maman déplore que la spiritualité traditionnelle, et plus concrètement, quand elle dit ça, c'est les Bwiti, ait été attaquée au Gabon par les traditions chrétiennes importées de l'étranger. Mais en fait, la médecine traditionnelle en Afrique et concrètement en Gabon est encore très forte, très forte, même dehors de communautés qui pratiquent même les traditions de quelles Mamadi parle. Au fait, au Gabon, l'iboga fait partie d'un système complexe de médecine traditionnelle, bioculturelle, qui présente des opportunités pour améliorer les soins de santé des communautés locales. Ces connaissances pourraient en fait être appliquées, on croit, au niveau international pour améliorer le système de santé mentale et des soins aux toxicomanes, pas seulement la plante, mais aussi les connaissances. En Afrique, en fait, un nombre important de personnes, et pas seulement les praticiens Bwiti, quand on parlait avec ils et elles, ils nous disaient qu'ils utilisent les médecines et les thérapies traditionnelles. Ils nous disent qu'ils sont convaincus que la médecine occidentale, elle est bonne pour le corps, et la médecine traditionnelle, elle est bonne pour l'esprit. Alors, leur conception de l'esprit intègre notre conception de psychologie. Moi-même, je suis docteur en psychologie sociale et ce que je vois là, c'est une récupération de la source de ce qu'il voulait dire la psychologie. Et en fait, le terme psychologie vient étymologiquement de deux mots grecs. Psyché, ça veut dire l'esprit. Et logia, logos, ça veut dire l'étude de la conscience. Et psychologie signifierait littéralement l'étude et la compréhension de l'esprit. Il semble alors que nous avons oublié la signification profonde de l'esprit dans l'approche scientifique originelle de la psychologie. En tout cas, des recherches importantes sur la question de la santé mentale sont importantes, nécessaires, et il faut le faire de façon urgente dans tout le monde. Les connaissances traditionnelles et ancestrales offrent ici des opportunités pour aller de l'avant, on croit, et vers l'intégration des systèmes de connaissances bioculturelles au service d'une véritable révolution dans les soins de santé mentale. En tout cas, autres systèmes de connaissances ont également été développés dehors de l'Afrique et autour de l'iboga et l'ibogaïne, comme les thérapies cliniques développées par la sous-culture médicale. Les thérapies cliniques avec l'iboga ou l'ibogaïne pour l'usage problématique de drogue sont très appréciées pour leur efficacité et leur modèle de soins holistiques. On a vu ça dans notre sondage international qu'on a fait, à vue de quelques résultats intéressants. Dans notre enquête, il y avait 3 choses que les gens appréciaient le plus dans les centres de traitement. La première, c'est l'efficacité du traitement. L'iboga et l'ibogaïne marchent contre les addictions. Et alors, c'était aussi l'absence de stigmatisation sociale qu'ils trouvent dans ces cliniques-là avec les gens qui comprennent bien leurs problèmes. Et aussi les sentiments, troisième chose, les sentiments de protection et d'accompagnement pendant le traitement. En tout cas, on a vu aussi des problèmes. Et on a vu que plusieurs de ces cliniques, même s'il y avait beaucoup de cliniques qui étaient avec des standards de qualité très hauts, il y a beaucoup que non.
On a cette diversité et il faut mettre attention à ceux qui ne font pas bien les choses. Il y a quelques-uns qui ne font pas jamais des électrocardiogrammes. Apparemment, il ne connaît pas l'importance, l'impact que les grandes doses d'iboga ou ibogaïne peuvent avoir sur le cœur. Il y a quelques-uns qui ne font pas des analyses de sang ou d'urine, alors ils ne savent pas si les gens qui sont en plein expérience d'iboga sont en train de consommer des autres substances, comme par exemple les benzodiazépines ou l'alcool. Et finalement, il y a presque la moitié d'eux qui n'abordent pas la dimension psychospirituelle. Pas à la fin avec des séances d'intégration comme au commencement, préalablement en train pour faire de préparation pour cette importante expérience. Alors, la dernière question sur cette thème ici, c'était que sur la disponibilité actuelle de l'ibogaïne, la disponibilité d'ibogaïne de qualité pharmaceutique pour un usage clinique, on voit que ça pourrait élargir l'accès à cette substance par tous les gens qui en ont besoin, mais tout ça s'accompagne aussi de certains risques qu'il convient de prendre en considération. Il y a des opportunités pour tout ça. L'iboga et les thérapies à base d'ibogaïne sont très prometteuses pour beaucoup de collectifs et ça offre des opportunités évidemment pour les investisseurs, mais aussi pour les gouvernements qui pourraient voir leurs dépenses en santé liées aux problèmes de toxicomanie et de santé mentale réduites dans leur pays. Et c'est une opportunité pour ceux qui ont besoin de ces médicaments, beaucoup de gens dans le monde maintenant. Ça pourrait être une très importante opportunité pour les communautés locales au Gabon, pour les communautés en Afrique centrale qui pourraient bénéficier d'un commerce équitable et juste. Et finalement, ça pourrait être aussi une opportunité pour les scientifiques, pour les chercheurs qui peuvent développer son travail. Mais aussi, pour finaliser ça, il y a des préoccupations et risques qu'il faut prendre attention avec. Et tous les processus de production et les connaissances dérivées qui initialement ont été développés au sein des communautés traditionnelles et aussi de quelques sous-cultures médicales pourraient être brevetés, pourraient être passés à être une partie d'une propriété intellectuelle de quelqu'un qui est nouveau dans ce scénario, concentrant les bénéfices entre les mains de quelques nouveaux venus puissants. Alors, cela pourrait avoir un impact négatif important sur toutes ces communautés traditionnelles et sur toutes ces communautés qui ont travaillé avec cette plante et ces connaissances jusqu'à maintenant. Mais en plus, les médicaments ne pourraient être accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin à un niveau mondial et qui n'ont les moyens pour les payer. Et ils ne pouvaient pas peut-être arriver à ceux qui n'auraient réellement besoin. Pour finaliser avec nos invités virtuels ici, on va écouter M. Aristide Nguema. Il est actuellement le directeur exécutif de BOTF Gabon, mais il a aussi une longue expérience en thérapeutique en France avant d'être placé une autre fois dans son pays, Gabon. M. Nguema parle ici du cadre de connaissances culturelles dans lequel se situe l'action de l'iboga. Alors, je vais essayer d'être court et d'indiquer que ce n'est pas l'iboga qui a été l'objectif de mon imprégnation. C'est plutôt une tradition culturelle au Gabon qui est basée sur un rite de passage. Et ce rite de passage utilise l'iboga. Vous voyez que l'iboga n'est pas la cible, mais plutôt fait partie de la démarche dans le rite de passage. Parce qu'il induit un changement de conscience qui permet de prendre justement conscience de ce qui nous entoure et de faire de nous, durant le rite de passage, un homme meilleur pour sa société, meilleur pour sa famille, meilleur pour son peuple. Donc, c'est d'abord la démarche culturelle, avant d'être la démarche liée à l'iboga.
l'iboga fait partie du tout là-dedans. À l'origine, c'est ça. Alors, je vous présente les dernières recommandations du rapport et après ça, on va aller à une discussion. Alors, la première, c'est vraiment un besoin d'élaborer, mettre en œuvre les normes de pratique et de soins dans les cliniques internationales proposant des thérapies à base de l'iboga et l'ibogaïne afin d'améliorer la qualité et la sécurité des services. On a vraiment appris dans la première phase de ce projet qu'il n'y a pas de normes universales et que ça, des fois, ça rend des expériences moins sécures, moins bien pour les participants qui pourraient être. Récemment, on a aussi parlé, on a présenté ce rapport aux praticiens, aux gens qui travaillent dans ces cliniques-là, une douzaine, et ils ont dit aussi qu'eux autres mêmes ont besoin de se soigner aussi après d'avoir plusieurs années de donner ces services-là, de travailler dans un encadrement qui n'est pas réalisé, qui n'a pas beaucoup de soutien et support, qui a besoin aussi de plus de support pour les gens qui offrent ces services-là. Alors, d'améliorer ces services-là, il s'agit notamment d'améliorer et certifier la qualité de l'ibogaïne fournie. Il y a toujours ce défi alentour du source des médicaments de l'ibogaïne. Aussi de former le personnel professionnel et non professionnel. On voit beaucoup de gens parce que beaucoup de ces traitements, c'est pour les gens qui souffrent de la toxicomanie et après qu'ils ont eu ces traitements, ils veulent travailler dans ces domaines-là. Alors, c'est vraiment important de les inclure, mais aussi de les former bien. Aussi d'intégrer les pairs de manière éthique dans ces programmes-là. Et finalement, d'intégrer les éléments de préparation et d'intégration appropriés. Comme on sait, au Gabon et avec les boutis, les cérémonies prennent plusieurs journées. Il y a une communauté qui soutient les gens. Et ça, c'est d'apprendre de cela quand on fournit des traitements internationalement, que c'est vraiment des éléments de préparation et d'intégration qui sont très, très, très importants. Deuxièmement, il n'y a que des bonnes choses à venir si on crée un lien avec le médecine traditionnelle complémentaire et alternative au niveau local et international. On peut contribuer à développer des applications pour l'amélioration des soins de santé mentale ou du traitement du toxicomanie dans le monde entier. Dans le monde, on sait maintenant qu'on est un peu dans une crise climatique, une crise de santé mentale. Et qu'est-ce qu'on a vraiment vu en faisant ce rapport, c'est que de créer des liens entre des services modernes pour la santé mentale, mais aussi des approches traditionnelles, ce serait vraiment important d'explorer aussi des modèles épistémologiques qui amènent les deux ensemble, qui sont alternatifs aussi. Et aussi vraiment promouvoir une reconnaissance officielle des approches complémentaires, alternatives, traditionnelles au Gabon, mais aussi au monde entier, que c'est vraiment une façon d'améliorer les services pour améliorer la santé mentale, spirituelle des gens au monde entier. Et qu'est-ce qui est très beau, moi je trouve que c'est dans ce processus-là qu'on a fait avec les joueurs au Gabon qu'ils nous ont dit que l'iboga, c'est un trésor pour le monde, c'est pour aider à guérir le monde et que quand c'est fait bien, que ça reconnaît les racines du médecin, du bois sacré, que cela est important aussi, mais c'est vraiment que c'est ici que c'est un cadeau pour le monde. Alors, comment est-ce qu'on peut engager avec ce cadeau-là, avec le respect, la réciprocité et aider le monde entier dans un moment de grande crise mondiale? Dernièrement, quand on parle de recherche, et que la recherche serait super qui doit combler le fossé entre la science et la sagesse des connaissances traditionnelles. Il y a beaucoup en commun les deux. Alors, on sait que dans la tradition bouti, l'iboga, c'est une plante spirituelle qui transmet des connaissances sur l'origine du monde et l'humanité.
et que la science, ça apporte aussi des manières de comprendre comment ça fonctionne, comment on peut expliquer ça. Et honnêtement, la science est vraiment important pour convaincre au gouvernement de créer des régulations importantes pour l'iboga, pour l'encadrer au lieu de le traiter comme une drogue illégale. Alors, la science est vraiment importante pour ça. Mais c'est vraiment, on voit que c'est possible d'établir un dialogue dynamique entre les systèmes de connaissances traditionnels, la science et les connaissances gérées au sein de la sous-culture médicale de l'ibogaïne et les communautés traditionnelles. Alors, on arrête ici avec les recommandations. Merci tout le monde pour avoir écouté à ce moment-ci. On a aussi, Ricard va remercier les numéros, beaucoup de gens qui l'ont aidé avec ces rapports-là. Alors, merci. On voudrait bien remercier ici, pas seulement tous les gens qui ont fait possible ça, qui c'était des centaines, comme on a vu au commencement. Il y a des gens qu'on a eu dans notre comité consultatif dans la phase 1, la phase 2, et tous les gens avec qui on a pu parler. On veut aussi faire un grand merci à nos bailleurs de fonds, de Riverstick Foundations et Dr. Bronner, qui ont eu la confiance en la nécessité d'approfondir tous ces travaux. Et alors, merci à tout le monde pour ça. Peut-être maintenant, on pourrait donner la parole à nos invités. Si tu veux. Et merci. On est joint aujourd'hui de deux invités spéciaux qui se connaissent depuis beaucoup d'années, Yann Guignon, qui est le fondateur de Blessings of the Forest, un organisme sans but lucratif très important au Gabon et avec qui on n'aurait pas pu faire ce projet-là. Alors, on a beaucoup de remerciements à vous, Yann, et aussi on est rejoint de Benjamin Danona, qui est le fondateur et le directeur de ICEERS, qui a commencé son carrière avec et commencé à ICEERS après d'avoir connu cette plante importante au Gabon. Alors, on va commençons avec Yann, tes impressions. Et moi, je serais vraiment intéressée aussi de savoir comment est-ce que la communauté internationale peut travailler ensemble pour réaliser ses visions et ses recommandations. Alors, je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup. Merci tout le monde, Ricard, Ben, Andrea, toute l'équipe d'ICEERS pour le soutien que vous apportez à cette cause qui est chère à mes yeux, qui est chère aux yeux du peuple gabonais, qui est chère aux yeux de toute la communauté des psychonautes à l'international. Donc, ouais, c'est une longue histoire. Peut-être pour me présenter très brièvement et faire le pont, effectivement, Ben et moi, on s'est rencontrés il y a 17 ans, je crois, quand il était en train de finaliser le tournage d'Ibogaïne, super beau documentaire qu'il a fait sur l'Iboga et l'Ibogaïne. On s'est rencontrés à ce moment-là. Moi, j'étais fraîchement initié à l'Iboga. En France, à cette époque, c'était encore légal. Et puis, il y a eu toute une vague de courants néo-initiatiques à tendance bouddhiste en France dans ces années-là. Et en 2007, l'Iboga a été interdite en France suite à un accident. Ça a été classé stupéfiant de catégorie 7. Le bouddhi a été classé dérive sectaire. Et moi, à l'époque, j'étais très, très engagé dans la lutte contre toutes les formes de racisme, engagé dans la médiation interculturelle entre la France et l'Afrique. Et puis, j'ai décidé de m'engager dans ce combat de reconnaissance du bien fondé de ces traditions et de ces médecines. Et je me suis expatrié au Gabon, où j'ai commencé à militer énormément pour la dédiabolisation internationale de cette médecine, et aussi pour que les Gabonais aient un droit de réponse, comme l'a très bien dit Ricard en ouverture de conversation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, cette discussion-là est principalement animée dans le milieu anglo-saxon, anglophone,
Le Gabon est une ancienne colonie francophone, donc il y a très peu de Gabonais qui parlent anglais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Gabon, Internet est très mal développé, ça coûte extrêmement cher. D'ailleurs, on dit que la connexion Internet gabonaise est une des plus chères au monde. C'est vraiment très, très, très cher. Donc, c'est vrai, en plus, les Gabonais n'ont pas l'esprit militant, activiste dans le sens occidental des termes. Ils sont beaucoup plus pragmatiques et terre à terre. Donc, je regrettais l'absence de présence de la communauté gabonaise dans ces discussions. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'imprégner à plonger dans ce milieu-là, à vraiment étudier ça en profondeur, notamment sous la tutelle du professeur Jean-Noël Gassita, qui est le doyen vivant de la recherche mondiale sur l'iboga et l'ibogaïne, qui a aujourd'hui 85 ans, qui est aussi le président d'honneur de BOTF. On a commencé à travailler ensemble et le but du jeu, vraiment, c'était de fédérer le plus de voix possible au Gabon pour qu'il y ait une réponse, pour que le Gabon soit partie prenante dans ces échanges-là. J'ai produit un rapport sous la responsabilité du professeur Jean-Noël Gassita. J'ai produit un rapport, un état des lieux national et international de la ressource en 2011-2012, qui a été remis aux autorités gabonaises. Suite à quoi, les autorités gabonaises m'ont conseillé de monter une structure d'intérêt public de niveau international. Donc en 2015, je suis parti en Angleterre monter avec mon co-directeur David Nassim une entreprise sociale de droit anglais qui s'appelle donc Blessing of the Forest. Donc je précise, hein, c'est une CIC, Community Interest Company. Et donc ça veut dire que on n'est pas une charity, on aimerait l'être plus tard, une fondation, mais il faut des gros moyens. On est une entreprise sociale dont l'intégralité des revenus sont entièrement réinvestis dans la communauté. On ne peut pas toucher de dividendes, de bénéfices sur l'éventuel commerce que l'on pourrait faire. Alors aujourd'hui, Blessing of the Forest ne fait pas de commerce. Aujourd'hui, Blessing of the Forest agit vraiment comme une charity, sauf que légalement, n'en est pas une. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on récupère des dons essentiellement de personnes de la communauté des iboganautes au niveau international, de gens qui ont été soignés grâce à l'iboga ou l'ibogaïne. On récupère des dons. Hein. On a aussi, depuis l'année dernière, Dr Bronner, David Bronner, David Bronner qui nous a fait une petite aide, un bon coup de main, qui nous a donné un bon coup de main pour avancer sur nos projets. Et globalement, cet argent, on le réinvestit dans plusieurs domaines. Donc, tout d'abord, dans la plantation d'iboga dans le domaine public. Dans le domaine public, parce que ça se situe en forêt communautaire. Hein. Et donc, on plante de l'iboga sous modèle permacole, associatif, avec des communautés traditionnelles locales. On développe autour de ces plantations d'iboga d'autres plantes médicinales dites utiles, aussi des plantes cosmétiques, et puis d'autres projets connexes comme apiculture, aviculture, écotourisme et artisanat traditionnel. Alors aujourd'hui, c'est un réseau de 8 villages structurés en association qui représentent à peu près 10 000 pieds d'iboga plantés. Plus, on a une communauté où on fait de la conservation. C'est-à-dire qu'on a dans cette plantation qui se situe dans le nord-est du Gabon à peu près 4 000 pieds d'iboga adultes que l'on conserve, dont on peut tirer des plantules et des graines. Alors donc ça, c'est la première chose que l'on fait avec les fonds que l'on reçoit. Et la deuxième chose que l'on fait, c'est bien de planter, mais aussi il faut développer la chaîne d'approvisionnement au niveau international. Et donc pour ça, on fait un très gros travail de lobbying en convention avec les autorités gabonaises, principalement avec le ministère de l'Environnement, des eaux et des forêts. On a une convention de 5 ans, donc qui court jusqu'à 2025, pour accompagner les autorités gabonaises dans l'implémentation du protocole de Nagoya. Alors, je ne sais pas si vous avez une connaissance de ce qu'est le protocole de Nagoya. Donc, le protocole de Nagoya est issu de la 10e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la biodiversité biologique des Nations Unies.
qui a eu lieu donc, le 28 octobre 2010 à Nagoya, au Japon. C'est rentré en vigueur le 12 octobre 2014. Le Gabon est le premier pays au monde à l'avoir ratifié en novembre 2011. Donc, c'est un accord international sur la biodiversité qui est axé qui porte sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Donc, le Gabon l'a ratifié en novembre 2011. Il n'est toujours pas implémenté. C'est extrêmement technique, long et coûteux de l'implémenter parce que ça nécessite de mettre toutes les parties concernées autour de la table. Donc, aussi bien les communautés traditionnelles liées historiquement à ce patrimoine naturel-là, parce que Nagoya dit en substance qu'on ne peut pas dissocier la nature de la culture, donc on ne peut pas faire commerce d'une ressource naturelle sans consulter les communautés traditionnelles liées à cette ressource naturelle-là. On doit mettre autour de la table aussi eh bien, toutes les organes administratifs concernés au Gabon. Donc, il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y a le ministère des Eaux et Forêts, il y a l'Agriculture, il y a le ministère de la Santé, de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du Commerce, le ministère de l'Intérieur. Enfin, il y a tout un tas de ministères qui doivent être consultés autour de l'exploitation de cette ressource-là. Et enfin, autour de la table, il doit y avoir, bien sûr, enfin, aussi, il doit y avoir toute la communauté scientifique, nationale et internationale. Et enfin, il doit y avoir les clients finaux. Alors donc, ces discussions-là que nous sommes en train, nous, d'engager, de financer pour pouvoir mettre en place un premier formulaire pilote de demande d'accès à la ressource qui respecte l'esprit du protocole de Nagoya. Donc, on est très investi là-dessus. Actuellement, on a déjà une version bêta de formulaire qui est un premier client pilote qui est basé justement au Canada, pour ne pas le nommer, enfin si, on peut le nommer, je pense, qui s'appelle Terragnosis, qui est dirigé par Jonathan Dickinson, qui est l'ancien fondateur du GITA, Global Ibogaine Therapies Alliance. Donc lui est le premier client pilote à remplir avec nous ce formulaire-là et à mener ces discussions sur quels pourraient être le partage équitable qui devrait être fait autour des bénéfices tirés de cette ressource-là. Donc les partages pas seulement financiers, mais aussi le partage en matière de bénéfices techniques, de méthodes d'extraction, de recherche scientifique, de domestication, d'optimisation des plantations, en comprenant quelles sont les variétés qui produisent le plus d'ibogaïne, parce que finalement, c'est l'ibogaïne qui intéresse le plus le marché international. Et l'on sait que l'ibogaïne ne se développe pas de façon très, enfin comment dire, l'ibogaïne ne se développe pas de la même façon avec chaque variété d'iboga dans des environnements différents. Donc ça demande un très gros travail d'étude de la taxonomie, des conditions édaphiques des substrats des sols pour bien comprendre quelles sont les conditions environnementales de pollinisation, de transport de substrats par les fourmis par exemple, qui vont influencer sur l'enrichissement en ibogaïne de telle ou telle variété d'iboga. Donc, il y a un très gros travail à faire dans ce sens-là. Il y a aussi un travail d'inventaire national pour comprendre effectivement à quelle vitesse l'iboga se raréfie dans le domaine public, pour peut-être devoir saisir la CITES derrière. Donc, il y a tout ce travail-là que nous sommes en train de faire. Aussi, ce que l'on fait, c'est de la sensibilisation au niveau national, d'abord des communautés traditionnelles, pour qu'ils se mettent à planter et puis aussi à changer leur méthode de récolte. Là, on a entendu, par exemple, Teta Recado, Vincent, qui parlait effectivement que quand on arrachait un pied d'iboga, il fallait en replanter 5. Alors nous, on va pousser le boucher plus loin, on va pousser le bouchon plus loin, pardonnez-moi. On va, par exemple, motiver les populations de seulement prélever des parties de la racine d'iboga sur les pieds d'iboga, donc pour laisser le pied d'iboga entier, et puis prélever simplement une portion de racine sur chaque pied de façon tournante sur des grandes plantations pour ne pas tuer du tout le pied d'iboga et permettre de pouvoir tout le temps fournir des plantules et aussi des graines
parce qu'on s'aperçoit que les graines prélevées de vieux iboga sont beaucoup plus bien de meilleure qualité que les graines prélevées de jeunes iboga. On veut donc on veut pouvoir aussi préserver la lignée des différentes variétés que l'on cultive. Donc, on fait de la sensibilisation au niveau national, aussi pour que les Gabonais comprennent l'intérêt de l'agriculture semi-industrielle, parce que l'agriculture n'est pas dans l'état d'esprit gabonais. Le Gabon est un pays de tradition de chasseurs-cueilleurs. L'agriculture qu'ils font est une agriculture de subsistance de type villageoise pour les simples besoins du village. Et là, il faut passer à des méthodes agricoles à portée commerciale internationale, et ça demande une certaine organisation. Aussi, ça demande à se structurer en association, ce qui n'est pas non plus réellement dans l'état d'esprit général gabonais. Donc, les méthodes de gestion associative, la définition des projets pour que les revenus qui pourraient être tirés de cette situation agricole soient investis dans l'intérêt communautaire, que ça n'enrichisse pas seulement le chef du village. Donc ça demande beaucoup de sensibilisation, de pouvoir identifier les projets générateurs de revenus à court terme, moyen terme et long terme, pour que les revenus générés à terme par l'exploitation de l'iboga ne soient pas investis dans, je sais pas moi, une construction d'église ou d'achat, de construction de bars, enfin des projets qui ne génèrent pas des revenus pour la communauté. On ne voudrait pas que le commerce d'iboga, en fait, participe à dénaturer la structure villageoise. Donc ça, c'est aussi important qu'on n'ait pas subitement des arrivées de montagnes d'argent qui posent des problèmes de gestion au niveau local. Ça demande beaucoup de sensibilisation, beaucoup de structuration administrative. Donc ça aussi, on le fait. Et puis enfin, on fait bien sûr, comme en ce moment même, on fait de la sensibilisation au niveau international, on fait de la veille technologique, de la veille. On a une cellule qui scanne tous les jours tout ce qui se publie dans le monde au sujet de l'iboga. On le classe, on le traduit, on le partage avec une communauté d'à peu près 1600 personnes. On fait aussi des notes que l'on envoie aux autorités gabonaises pour que les autorités gabonaises soient informées en temps réel. Enfin, pas que les autorités gabonaises, les autorités administratives gabonaises et les autorités traditionnelles gabonaises. On fait ce travail de les informer en temps réel de ce qui se passe. Par exemple, récemment, l'introduction de l'ibogaïne au Nasdaq aux États-Unis, ça c'est le genre d'information que nous ne sommes pas avares de partager au Gabon, afin de mettre un petit peu la pression, de faire du lobbying sur les autorités pour qu'ils se dépêchent de prendre parti dans cette discussion, parce qu'évidemment, le but du jeu, c'est pas que Yann Guignon mène la conversation à la place des Gabonais, c'est bien que les Gabonais s'approprient cette cause-là et puis soit au devant de la scène. Alors voilà, c'est ce que l'on fait, donc de la veille, du partage d'informations, de la participation à des conférences pour pouvoir attirer l'attention de l'opinion publique, pour qu'ils sachent que oui, au Gabon, il y a des gens qui font des choses. Oui, les Gabonais connaissent leurs droits, c'est important parce que le protocole de Nagoya est assez méconnu au niveau national, mais aussi au niveau international. Il y a beaucoup de gens sur la scène internationale dans l'univers de l'ibogaïne qui n'ont pas forcément conscience qu'en fait ils pourraient être accusés de biopiraterie, d'appropriation culturelle. D'ailleurs, c'est le cas pour la quasi-totalité des brevets qui ont été déposés sur l'utilisation de l'ibogaïne. Il y a matière à discussion sur ce sujet-là, sur ces sociétés qui modifient la génétique de l'iboga pour pouvoir la domestiquer et le faire pousser dans le désert en Israël, ou qui essayent de modifier la structure de l'ibogaïne pour en faire des super médicaments. Très bien, mais ils font leurs études, ils font leurs tests sur une matière première qui est largement majoritairement exportée du Gabon illégalement. Donc, toutes ces questions-là, nous, on veut les mettre sur la table. On veut que ces discussions-là se fassent. On veut que l'opinion internationale se rende compte qu'il y a des structures associatives. Il y a même l'État gabonais qui sont en train de se préparer pour faire valoir leurs droits. Pour faire valoir leurs droits. Donc, c'est ça. Là, nous sommes en discussion avec les plus hautes sphères du gouvernement gabonais, avec la présidence elle-même, notamment avec le fonds gabonais des investissements stratégiques. Le Gabon réfléchit à l'ouverture d'un comptoir national
donc une sorte de structure nationale qui achèterait l'Iboga aux cultivateurs et qui ensuite revendrait l'Iboga avec un contrôle qualité au format GMP pour répondre à la demande des laboratoires et des cliniques. Donc là, on est sur cette réflexion-là d'un comptoir d'achat et de revente qui, elle, reverserait un pourcentage des revenus à une caisse qui se chargerait, elle, de financer tous les projets de conservation et développement durable autour de l'Iboga. Donc, nous sommes dans ces discussions-là. Je suis censé repartir au Gabon dans 2 semaines maintenant pour avancer sur ces échanges-là. On parle d'une organisation en septembre d'une assise nationale, une conférence nationale au Gabon, pour réunir tous les leaders des différentes branches traditionnelles du Bouti. Le Bouti, c'est une grande famille avec énormément de ramifications, de branches. Donc, on voudrait inviter tous les représentants traditionnels du Bouti à venir s'asseoir autour de la table avec la communauté scientifique gabonaise et avec les administrations concernées pour que le Gabon puisse parler d'une seule voix et un plan stratégique clair pour ensuite pouvoir nous présenter devant les interlocuteurs internationaux d'une seule voix. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Alors, voilà, donc nous, dans l'immédiat, on est toujours à la recherche de soutien financier, de bailleurs. On est toujours en discussion avec les fondations River Styx et Bronner pour voir comment ils peuvent nous aider. On a le soutien d'Icers depuis maintenant bien des années qui nous donnent de bons conseils, un peu de grands frères, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous sur la structuration associative. Nous, on est un peu jeunes là-dessus. On a été très longtemps militants sans être vraiment structurés. On est structuré que depuis 2015. Et donc, on bénéficie un peu de l'expérience, même beaucoup de l'expérience d'Icers, de Ben, pour pouvoir présenter des choses à un format comment dire, compréhensible par tout le monde. C'est un peu ça ce que je peux vous dire. C'est un peu, je n'ai pas fait beaucoup de présentation visuelle parce que je suis beaucoup de travail en ce moment, mais je suis ouvert à toutes les questions si besoin. C'est un peu ce que l'on fait, les Signes of the Forest. Voilà. Merci Anne, c'est vraiment intéressant. Avant qu'on entende Ben, si vous me permettez, j'ai une question pour toi. C'est qu'on parle ici beaucoup de l'Iboga comme un produit. Et qu'est-ce qu'on connaît sûrement, c'est qu'il y a un esprit avec la plante. Et on parle de le respect pour le protocole de Nagoya, mais j'aimerais bien entendre de vous de comment on peut avoir aussi le respect pour l'esprit de la plante, mais aussi pour la durabilité culturelle, pas juste pour les plantes. Et j'aimerais vraiment entendre votre perspective sur cela parce que je crois que c'est important on voit beaucoup avec ces plantes importantes, ces plantes traditionnelles, un extractivisme qu'on parle juste des plantes, mais il y a un esprit, il y a une culture. Ouais. Je suis curieuse de votre impression de ça. Oui, c'est une question très pertinente et en fait, c'est un important sujet de conversation. Encore hier, un Gabonais m'écrivait et me disait, mais est-ce que vous vous battez seulement pour la défense de l'Iboga ou est-ce que vous vous battez pour la défense du Bouti aussi? Alors, je vais vous répondre un peu comme ce que mon maître a coutume de dire, mon maître Atom Ribenga. L'Iboga est le fer de lance, la porte d'entrée sur la dimension culturelle. Et l'Iboga, c'est le sacrement central de l'initiation au Bouti. Et nous, on va étape après étape. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'intérêt national, l'urgence, elle est autour de l'Iboga. Parce que vraiment, on s'aperçoit que l'Iboga, dans le domaine public, disparaît à une vitesse grandissante, qu'il y a beaucoup d'appétits commerciaux autour de l'Iboga, et donc il y a une urgence sur ce sujet-là. Et nous, l'on pense que les gens qui vont à l'Ibogaïne vont à l'Iboga assez facilement, et les gens qui vont à l'Iboga assez facilement s'intéressent, font leurs propres recherches et vont s'intéresser d'eux-mêmes
à la dimension mystico-spirituelle, traditionnelle, culturelle qu'il y a autour de l'Iboga. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le contexte culturel et politique au Gabon. Hein, comme l'a expliqué, je crois, Ricard un peu avant, le Gabon a été colonisé de façon assez violente par les Français et évangélisé de force. Et aujourd'hui, 80% de la population gabonaise est chrétienne et majoritairement évangéliste, donc diabolise totalement le Bwiti. Donc, si vous voulez, ça a fortement marqué les esprits. Le Bwiti, c'est une secte, le Bwiti, c'est diabolique, le Diabouti, c'est la sorcellerie, etc. Et il y a plusieurs façons de redorer le blason, comme on dit en français, de réparer ce mal-là fait. Et si on rentre de frontal face aux chrétiens en disant « mais non, le Bwiti c'est super, c'est notre tradition, c'est les chrétiens qui nous ont diabolisé ça », bah, ça va créer des conflits au niveau national. Et personne, le Gabon qui est un pays de tradition de paix, ne veut pas rentrer en conflit direct avec les chrétiens. Par contre, on s'est aperçu que l'Iboga est un très très bon levier pour faire progressivement comprendre les bien-fondés de la tradition bouddhiste. On peut, en prenant que l'Iboga, on sort du débat religieux, on sort du débat religieux, on sort du débat historique, on sort de ce combat. On ne parle que d'une plante sous un angle scientifique, et puis on va réparer le tort fait à l'égard de cette plante en disant, ben non, vous voyez, c'est pas si diabolique que ça, parce que les Blancs l'utilisent pour soigner leurs malades, les Blancs ont trouvé que c'était neurorégénérateur, que ça a augmenté les défenses immunitaires, que ça pouvait soigner telle ou telle pathologie. Et c'est vrai que quand on part sous cet angle-là, ça permet beaucoup plus facilement d'accepter d'abord l'Iboga d'un point de vue thérapeutique. Et faire accepter l'Iboga, c'est progressivement faire accepter la tradition bouddhiste. Donc, c'est l'approche que l'on a choisi d'avoir pour éviter d'être en frontal au Gabon et sur la scène internationale sur le débat religieux. Commencer tout de suite à parler du Bwiti, c'est quand même assez délicat, d'autant plus que le Bwiti n'est pas structuré au niveau national. Il n'y a pas, comme la religion chrétienne, un pape avec un dogme central autour de la tradition. Il ne faut pas oublier que c'est 52 ethnies différentes qui pratiquent le Bwiti, qui ne parlent pas les mêmes langues, qui n'ont pas la même façon de pratiquer. Ricard le sait bien, Ben aussi, pour être allé au Gabon, que une tradition va dire « Ah bah oui, mais leur façon de faire, c'est pas le Bwiti. Alors nous, c'est le Bwiti. Ah non, Donc il y a beaucoup de mésententes au niveau national. Il n'y a pas d'unité autour de cette tradition-là et ça crée des conflits de chapelle qu'il appartient au Gabon d'abord de régler, d'unifier. Donc il y a ce travail-là à faire d'abord pour pouvoir parler d'une seule voix et dire bah oui, c'est quoi le Bwiti, comment définir ce patrimoine-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iboga a été déclaré patrimoine culturel national en 2000 par feu le président Omar Bongo Ondimba, mais ça n'a pas été traduit par des textes de loi. Ni la tradition bouddhiste d'ailleurs n'est pas protégée par des textes de loi. Et ce sont des choses qui sont en cours, notamment avec l'UNESCO, pour que le Bwiti soit classé patrimoine culturel de l'humanité. Alors voilà, c'est un peu ça. On y va vraiment étape après étape, mais on défend évidemment le Bwiti, je veux dire, mais de façon subliminale, de façon stratégique et progressive et non conflictuelle. Moi qui suis français, vous comprendrez que je ne peux pas facilement faire l'apologie du Bwiti. Je pourrais être condamné pour ça en France, puisque en France, faire la promotion du Bwiti est interdit. Hein, et donc, voilà, c'est un sujet qui est délicat, alors que quand on parle de l'Iboga, de ses compositions chimiques et de son potentiel thérapeutique, on fait d'abord un pas. Ensuite, on peut parler de la conscience de la plante. Ça, c'est un autre pas. J'ai participé à pas mal de conférences en Angleterre sur la conscience des plantes en général, et on peut parler de la conscience de l'Iboga en particulier. Et ça, c'est la porte pour aller sur quelles sont les connaissances accumulées des premiers peuples utilisateurs de cette ressource-là. Et puis, progressivement, on pourra arriver, on l'espère, à terme, d'ici quelques années, à vraiment parler des pratiques rituelles, initiatiques, traditionnelles
qui existent autour de l'Iboga. On a vraiment, enfin, personne n'est fermé à en parler au Gabon, mais on reste aussi sous le coup un petit peu du secret initiatique. Il ne faut pas oublier que les initiateurs bouddhistes ont coutume de dire si vous voulez savoir des choses sur l'Iboga, initiez-vous. C'est un peu la démarche. Si vous voulez, on part du principe que c'est le chercheur qui trouve, quoi. Il n'y a pas une volonté d'évangéliser le monde entier pour que tout le monde se fasse initier au Bouddhi. Il n'y a pas de démarche d'évangéliser les autres à cette tradition comme ça peut exister avec l'islam ou avec le catholicisme, enfin avec le christianisme. Dans le Bouddhi, c'est vraiment celui qui veut découvrir, qui vient découvrir. On n'a pas vraiment tendance à pousser les gens à se faire initier, quoi. Normalement, en tout cas, c'est pas trop dans l'état d'esprit. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, Andrea, mais voilà, c'est un peu ça. On fait la promotion de la tradition par notre façon d'être plus qu'en parlant de la tradition en elle-même. J'apprends beaucoup en vous écoutant. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Benjamin maintenant pour ses impressions et après beaucoup d'années de travail sur ce sujet-là, j'ai hâte de vous entendre aussi, Ben. Merci beaucoup. Mon français est vraiment oxydé, alors je vais essayer de m'exprimer. Quand on commençait avec ce projet, Andrea a dit que quand on pose les questions correctes en communauté, ça donne des perspectives et des réponses, mais plutôt ça met en marche un processus en communauté, non? Et je pense que ça, c'est l'essence de ce projet. Il y a trois rapports, je pense, vraiment importants, avec des informations vraiment importantes qui viennent de toute la communauté. C'est un effort de communauté internationale. Mais en plus, il y a un processus qui a commencé dans ces 13 années et je pense que déjà, il y a des résultats importants. Par exemple, notre relation avec Dr. Brunner et River Styx, de différents ans, ils ont donné d'argent pour faire ce processus, mais en même temps, ça a généré des sensibilités du sujet de l'Iboga dans cette organisation aussi, non? Et après, il y a comme a dit Yann pour Blessing of the Forest, des ressources pour faire le travail, aussi la création du fonds de protection bioculturelle et comment ce rapport et ce processus de communauté peut guider le fonds en futur, non? Alors, je pense que ça, c'est vraiment important. Et aussi, avec des communautés internationales, je pense que maintenant, c'est un moment crucial. Parce que moi j'ai l'impression avec l'Iboga en 2001, j'ai un article sur l'Iboga et après j'ai fait le documentaire dans différentes parts du monde entier. C'était un sujet vraiment déconnu, non? Il y a pas beaucoup de gens qui avec d'intérêt sur l'Iboga. Mais maintenant, ça a changé vraiment. Il y a des nouveaux acteurs, aussi des types d'acteurs qui sont des organisations grandes avec l'intérêt de médicaliser l'Iboga. Il y a des donateurs, des investisseurs qui ont d'intérêt nouveau en Iboga, aussi avec la situation avec des opioïdes en États-Unis. Alors, ce qu'on fait maintenant, ça va être important pour la direction qu'on va aller avec la Iboga. Et pour ça, je pense que ce travail est important. Compter l'histoire du Bwiti, non? Et quand on parle d'Iboga, on parle sur
des connexions avec les connaissances, non, les connaissances traditionnelles qui vivent dans des communautés. Ils ne sont pas beaucoup de gens dans un pays compliqué, non, et on ne peut pas perdre cette connaissance, non? Dans les médicalisés aussi, je pense qu'il y a un risque qu'on change la cosmovision de l'Iboga et de cette connaissance. Alors, on doit être sensible et penser toujours dans un contexte d'action sans des impacts négatifs, non? Et que toujours le futur fortalesse toutes les communautés impliquées. Et je pense que ça, c'est aussi vraiment l'idée de cette initiative, que c'est le commence d'un processus de alignment, non? Alignement des communautés, de différentes communautés, et penser comment on peut faire un impact collectif. Alors, moi, je suis vraiment heureux avec le travail présent. Aussi que moi je n'ai pas fait le travail. J'étais vraiment dans les communautés d'Iboga. Andrea et Ricard, avec une perspective nouveau, non, fraîche, ont fait ces engagements. Et je pense que ça aussi a donné des informations et des perspectives qui aussi peuvent guider ICIRS dans le futur et comment on veut aider. Et aussi que ICIRS, c'est que le monde nécessite, non? Quelle action on doit faire. Et pour nous, le futur, c'est vraiment être dans cet espace liminal entre le monde indigène et occidental, pour voir comment on peut créer une révolution dans pas seulement la psychiatrie, mais la santé, non? La santé plus générale. Alors, ça, un grand remerciement pour toute la communauté, parce que c'est un petit victoire de communauté, et je pense que des relations ont été fortalecidas. Enforcé, ça. Et on doit continuer avec ça. Alors, Merci. On travaille toujours en équipe à ICIRS, même quand on parle en français, alors c'est super de travailler ensemble. Alors, on va fermer bientôt ici, mais je vais donner aussi la parole une autre fois à Rika et à Yann s'il y a des mots pour terminer qui vous sortent du cœur. Rika, est-ce que vous voulez offrir des conclusions ou derniers mots? Oui, merci Andrea. Seulement dire, je ne le dis pas ici, Yann nous a dit que son maître lui a dit que pour connaître l'Iboga, c'est bon de s'initier. Moi, je ne l'ai pas. Mon combo est à Guélégué et celui de ma mère spirituelle, c'est Adimikoa, et je suis initié dans le rythme Avanji. Et pour moi, c'était très important de, premièrement, m'initier pour bien comprendre cette partie qui n'est pas écrite dans aucun de nos rapports. Et je remercie beaucoup, pas seulement à cette plante, mais aussi à l'esprit de Witi et à la communauté là-bas pour tout ce travail qu'on nous a permis de faire ensemble avec toute la communauté. Et j'espère que ça vraiment, que tout ce travail qu'on est en train de faire, tous les gens, tout ce réseau international qu'on a parlé, et que nous, tous, on prend conscience des autres et on puisse travailler tous ensemble pour arriver
un bon port tous ensemble. Passé. Merci. Oui, Bassé. Avez-vous des mots pour terminer, Yann, pour terminer? Oui, bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est vrai que aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a intérêt d'être précautionneux sur l'origine de toute chose, quoi. C'est important de regarder d'où provient tout ce que l'on consomme et de plus consommer les choses aveuglément. Et je crois qu'on est vraiment, à travers les crises du Covid, a été une espèce d'initiation collective au niveau mondial, où les gens se sont aperçus de plein de choses. Des portes se sont ouvertes aussi sur les médecines alternatives à travers cette crise. Des gens se sont retrouvés un peu isolés, un peu confinés, comme on l'est en situation initiatique. Et beaucoup de gens ont pris conscience de beaucoup de choses, et j'aimerais que ça aille dans ce sens-là, qu'on continue dans ce sens-là, et que la communauté internationale ne fasse pas que consommer l'iboga, mais aussi donne de l'importance aux peuples qui ont été les gardiens de cette médecine-là depuis la nuit des temps. Les peuples pygmées, Babongo en particulier, on estime leur existence à moins 85 000 ans avant notre ère. Donc c'est parmi les peuples, peut-être même le peuple le plus ancien de la planète. Ils ont gardé cet iboga-là, ils l'ont partagé avec les peuples bantous d'abord il y a quelques millénaires, et puis ensuite l'ont passé aux premiers occidentaux, européens, puis ensuite c'est parti aux États-Unis, et maintenant c'est dans le monde entier. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie l'origine de cette médecine-là. Les peuples pygmées, les peuples bantous ont beaucoup à partager autour de cette plante. Tu parlais de l'esprit de la plante. Ben oui, l'iboga, c'est une plante qui a été gardée par ces peuples-là parce qu'ils ont développé une culture autour de cette plante qui a permis de garder cette plante. L'iboga, c'est l'ouverture à un monde, à un état d'esprit, à un état d'être, à une façon de regarder ses origines, son père, sa mère, ses enfants, le soleil, la lune, la forêt, la mer. Il y a beaucoup de choses à valoriser autour de cette plante. Et c'est un peu ça le message, quoi, que l'on ne s'arrête pas seulement à l'objet consommable, mais que l'on regarde l'environnement comme un ensemble, et que le monde accorde de l'importance à ce patrimoine-là qui est vraiment, qui détient vraiment un message essentiel pour le développement durable de l'humanité. Donc, j'invite tout le monde à regarder l'origine de l'iboga, à ne pas l'acheter n'importe comment sur Internet, et à encourager toute initiative visante à partager cette ressource de façon équitable et durable. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, oui, de s'en souvenir des connexions entre tout, c'est ça le message qui est vraiment important. Et le deuxième message que j'entends ici, c'est le respect pour les gardiens, pour l'origine des plantes sacrées et des cultures, et finalement qu'on est ensemble, qu'ensemble on peut avoir une vision en commun et travailler ensemble pour améliorer la planète, pour améliorer la santé des hommes et des femmes, mais aussi pour les plantes, les océans, les forêts. Et de travailler ensemble pour réussir ça en collaboration. Alors, je vous remercie tout le monde pour être ici, pour avoir écouté, et on va fermer ici, et on a l'espoir avec ce rapport-là que c'est que le début, que les gens, on les encourage d'envoyer les messages, de parler entre vous et d'engager avec ce rapport comme un début d'un chemin ensemble. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup.